La lassitude et la grogne face aux grèves qui n'en finissent pas. 4 lignes de métro toujours paralysées à Paris. Marseille pratiquement sans transport public ni courrier. Washington ajuste sa réponse à Arafat. Son représentant parle à Genève du retrait nécessaire des troupes israéliennes des territoires occupés. L'Espagne, paralysée par la grève générale, les syndicats protestent contre la politique d'austérité du gouvernement. En Arménie, une semaine après le tremblement de terre, arrêt imminent des recherches pour retrouver des survivants. Femmes et enfants vont évacuer les lieux. L'empire des trucages, Willow, le nouveau film de George Lucas, en cadeau de Noël au cinéma. Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous vivez en région parisienne et si vous avez tenté aujourd'hui de rouler en voiture, vous savez ce qu'il en est. Encombrement, énervement, il y a de la grogne dans l'air. 4 lignes de métro fermées aujourd'hui et c'est vraiment la pagaille dans les rues. D'autant plus que le RER pour les banlieusards ne fonctionne qu'à 50% de sa capacité. Le directeur général de la RATP a rendu une visite surprise ce matin dans un atelier d'entretien en grève depuis 4 semaines. Geste d'ouverture d'après la CGT qui demande de nouvelles négociations. L'ambiance à Paris aujourd'hui, Véronique Auger. Vous mettez combien de temps pour aller chez vous? Pour aller à Saint-Denis, je mets 2 heures. 2 heures. Au lieu de? Au lieu de 1 heure, 1h05. La RATP a été obligée de remettre les portillons en service. Toujours par mesure de sécurité, les quais sont quadrillés par la police et par des agents du métro. Il y a des gens qui montent entre les voitures sur les tampons et on est là pour les en faire descendre. Il n'y a pas trop de risque d'accident pour tomber sur les voies parce que c'est énorme. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit, mais enfin, on risque justement que ça se produise. 4 lignes sont fermées, elles obligent 1 400 000 usagers à se serrer ou à choisir un autre mode de transport. Leurs pieds, leur voiture ou l'autobus. Résultat, Paris n'est qu'un gigantesque embouteillage où chacun arrive en retard à ses rendez-vous. Vous êtes en retard de combien de temps? Une demi-heure. Hein? En plus, on les a tous les même pas 20 minutes alors. Mais Paris est si beau à Noël. Oui, surtout quand on a le temps de regarder les lumières. Pensons aussi aux Marseillais, les pauvres, trafic bloqué dans le centre, d'interminables bouchons à la périphérie aujourd'hui. Voilà 2 mois que les transports en commun sont perturbés par des arrêts de travail, 1 mois qu'il n'y a pratiquement plus de courrier puisque les centres de tri sont en grève. Claire Chazal. Les bus et les métros immobilisés 4 heures aujourd'hui au lieu d'1 heure les jours précédents. La grève dans les transports en commun marseillais se durcit. Le conflit dure depuis 2 mois, paralysant la circulation dans la ville. Mais chaque parti campe toujours sur ses positions. Les syndicats demandent le paiement des jours de grève et une augmentation de 400 francs par mois. La direction s'en tenant à une prime unique de 2075 francs par an. Aucune rencontre n'est prévue pour le moment avec le médiateur et les perturbations risquent bien de se prolonger. Dans les postes, en revanche, une petite ouverture a été faite cet après-midi par la direction régionale qui s'est engagée auprès des grévistes à renoncer aux 70 suppressions d'emplois prévues à l'origine. Mais les syndicats réclament aussi un salaire minimum de 6 000 francs par mois. Or, 17 millions d'objets se sont déjà accumulés dans des postes de tri bloqués depuis 1 mois maintenant, un retard que les 9 centres parallèles mis en place ont bien du mal à rattraper. Interrogé à l'Assemblée nationale cet après-midi, le ministre de la fonction publique, Michel Durafour, a indiqué qu'il espérait un accord avec les syndicats sur le service minimum dans le secteur public qui pourrait faire l'objet d'un projet de loi. Nouveau pas vers une solution, en tout cas à la SNCF, après les 2 syndicats autonomes. Force ouvrière a signé aujourd'hui l'accord salarial proposé par la direction. D'après un sondage que publiera demain Paris Match, 43% des Français contre 38% estiment en tout cas que Michel Rocard a convenablement géré les conflits sociaux. 58% estiment que l'opposition aurait agi de la même façon et 72% sont favorables à un service minimum. La politique de rigueur ne passe pas au-delà des Pyrénées. L'Espagne a été presque totalement paralysée aujourd'hui par la grève générale, la première depuis 1934, franquisme oblige. Un succès pour les 2 principaux syndicats, le communiste et le socialiste, qui s'opposent à l'austérité économique voulue par le gouvernement socialiste de Felipe González. Dominique Verdaillan est à Madrid.
Madrid, aux allures de jour férié. La totalité des commerçants avait laissé leurs rideaux baissés. Les rues sont restées quasi désertes. Très peu de moyens de transport dans toute l'Espagne. La grève générale a été suivie par plus de 60% de la population active. Sous haute surveillance, des piquets de grève ont empêché toute la journée l'ouverture des grands magasins de la chaîne El Corte Inglés, dont le directeur avait annoncé il y a une semaine qu'il serait ouvert aujourd'hui. Cet après-midi, quelques incidents ont eu lieu sur la place de la Puerta del Sol à Madrid. Une vingtaine de personnes ont été blessées du côté des manifestants. La police s'y livrait à une trentaine d'arrestations. En fin d'après-midi, le calme est revenu à Madrid, qui a vécu sa première grève générale depuis 1936. Ce matin, le chef du gouvernement espagnol, Felipe González, a réitéré aux syndicats son offre de négociation sur sa politique sociale, mais il a exclu toute élection anticipée avant 1990. Oui, le gouvernement a donc reconnu officiellement le succès de la grève générale et Felipe González, vous venez de le voir, a aussi insisté sur cette volonté de renégocier avec les syndicats sans abandonner, a-t-il dit, l'objectif prioritaire, l'augmentation de la productivité dans la perspective du grand marché européen. Mais face à cet objectif, des régions entières souffrent de difficiles problèmes d'ajustement. C'est ce que Dominique Verdaillan et Gilbert Ruzan ont constaté au nord-ouest de Madrid, dans une petite ville éprouvée par la reconversion industrielle. Reynosa, ville symbole d'une reconversion industrielle douloureuse. En 87, de violents affrontements ont opposé durant un mois gardes civils et ouvriers métallurgistes qui tentaient de sauver leur emploi. Depuis le début de la reconversion, l'entreprise Foras y Aceros a perdu 23% de son personnel. L'an dernier, 400 ouvriers ont été licenciés sans aucune autre proposition d'embauche. Après 20 ans de sidérurgie, Pedro González, 44 ans, a choisi sa reconversion. Avec ses indemnités, près de 300 000 francs, il s'est offert ce café à 200 mètres de l'usine. Dans un certain sens, je suis plus heureux qu'à l'usine. Maintenant, je suis devenu mon propre patron avec ce café et je vis à peu près grâce à mon commerce. José Garcia, 51 ans, a été licencié il y a un an. Au bout de 25 ans d'usine, il gagnait 5 000 francs par mois. Il a 4 enfants à charge. Aucun d'eux n'a trouvé un emploi dans la région. On m'a dit quand on m'a licencié qu'une nouvelle usine allait se créer dans la région. On m'a promis de m'embaucher, j'ai fait des stages en attendant, mais pour l'instant, je n'ai rien vu venir. En 10 ans, l'usine a vu ses effectifs diminuer de moitié. Résultat, aujourd'hui, les ouvriers font des heures supplémentaires pour maintenir la cadence de production, augmentant ainsi le risque d'accident du travail. Cecilio Fernandez, un des 1250 ouvriers, est aussi l'un des curés de Reynosa. Les jeunes et les licenciés sont obligés de quitter la ville, car ici, il y a très peu de possibilités d'emploi et le commerce, du coup, s'en est ressenti. Vous ferez grève mercredi ? Oui, bien sûr. À Reynosa, 50% des ouvriers sont syndiqués, alors qu'en Espagne, la moyenne est de 13%. Pour les 13 000 habitants, la grève générale d'aujourd'hui avait valeur de symbole, exprimer au gouvernement de Madrid sa détermination et sa volonté de vivre. Sur les murs, une inscription, Reynosa ne se rend pas. Avec les conflits sociaux en toile de fond, le Parti socialiste français, lui, est préoccupé par les municipales. Échaudé par les partiels de dimanche dernier, le bureau exécutif du PS s'est réuni cet après-midi. Roland Sicard. Les socialistes ne plaisantent plus. L'attitude des communistes les agace, critiques à l'Assemblée vis-à-vis du gouvernement, en pointe dans les conflits sociaux. Les amis de Georges Marchais ont bel et bien, aux yeux du PS, une attitude d'opposant. Résultat, de bureau exécutif en bureau exécutif, les socialistes haussent le ton. Pour eux, les communistes doivent une fois pour toutes se décider. Ils veulent à la fois continuer à participer à ce qui serait au niveau local une union de la gauche et en même temps dire que ceux qui sont au gouvernement ou qui soutiennent le gouvernement ne seraient pas à gauche. C'est incohérent. Incohérent, en fait, entre socialistes et communistes, l'épreuve de force est engagée. En toile de fond, les élections municipales, le PS pourrait se montrer conciliant au moment de la désignation des têtes de liste à gauche, mais à une condition que les communistes se montrent dès à présent moins critiques vis-à-vis du gouvernement. Le PS a désigné une délégation pour tenter de trouver un terrain d'entente. Hier, il a fait preuve de bonne volonté en retirant son candidat arrivé en seconde position dans la législative partielle de Seine-Saint-Denis. Des gestes en forme aussi d'avertissement. Il ne faut pas abuser des meilleures volontés.
Et justement, à propos de ces résultats de Bondy en Seine-Saint-Denis, le Parti communiste aujourd'hui a rejeté toute accusation de fraude électorale. Chez les professeurs et les instituteurs, dont beaucoup traditionnellement votent socialiste, les discussions vont bon train depuis que le Premier ministre, jeudi dernier à Limoges, a évoqué, parmi ses projets pour l'éducation, la possibilité d'une vraie révolution, la prolongation de l'année scolaire. Elle est en France la plus courte d'Europe. Un vrai troisième trimestre, des examens courant juillet. Comment réagissent enseignants et parents? L'enquête de Chantal Kimerle. Ça gronde dans les lycées. Tout le monde reconnaît que les conseils de classe et les examens occupent les salles et les profs dès le 1er juin. Résultat, un troisième trimestre amputé, des programmes bâclés. Pourtant, on est loin d'accepter de passer le bac en juillet. Moi, je vais passer un examen en septembre. Et si les vacances scolaires sont écourtées, mon examen, je ne pourrai pas le réviser. Et je trouve quand même qu'on a des journées assez denses. Moi, je préfère avoir des journées assez denses et avoir beaucoup de vacances scolaires et pouvoir me reposer pendant les vacances scolaires. Dangereux, démagogique, ajoutent les enseignants. On ne résoudra pas le problème de l'échec scolaire en prolongeant l'année de 15 jours. C'est pas très sérieux d'avoir annoncé quelque chose sur ce seul plan, tout du moins c'est comme ça que ça a été entendu, hein, alors qu'on sait très bien que la question des rythmes scolaires, que la question du contenu des programmes, de la surcharge des effectifs, que toutes ces questions-là doivent être abordées. Et les enseignants ont un petit peu l'impression que les choses ont été abordées par le petit bout de la lorgnette. Examen en juillet, cela veut dire vacances écourtées et concentrées sur le seul mois d'août. Il y a bien entendu un temps de vacances et de récupération, mais le temps de vacances ne consiste pas simplement à partir. Il consiste aussi à préparer l'année scolaire. Je crois qu'économiquement, on ne peut pas se permettre de mettre tout le monde au mois d'août sur la route. Maintenant, il est évident qu'un troisième vrai trimestre serait tout à fait bénéfique et efficace pour les élèves. Mais ce troisième trimestre doit être inséré dans une réflexion globale sur les rythmes scolaires avec un équilibrage entre les périodes de travail et les périodes de repos pour les élèves. Divergence, et pourtant, ce projet a pour objectif de rééquilibrer l'année scolaire, ce qui devrait permettre une étude plus complète des programmes, bref, une meilleure formation. Oui, voilà qui n'est pas simple et qui n'est pas fait. Plus 0,1% en novembre, c'est l'indice de la hausse des prix qui représente donc 2,9% sur un an. L'objectif du ministre de l'économie de maintenir l'inflation en dessous de 3% devrait donc être atteint. En Conseil des ministres ce matin, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour renflouer l'industrie du textile et de l'habillement. 300 millions de francs vont être débloqués dans une première phase pour soutenir des mesures locales et diversifiées. Dans ce secteur qui a perdu en un an près de 10% de ses emplois, la concurrence étrangère est féroce. Françoise Joly l'a constaté dans une entreprise vendéenne qui fabrique des vêtements pour enfants. De la layette conçue par ordinateur. Dans le secteur de l'habillement en pleine crise, la société Albert a longtemps fait figure d'entreprise pilote. Et pourtant, il y a 4 mois, 180 personnes ont été licenciées. Une partie de la production a été déplacée au Maroc. Entre un produit fabriqué par Albert en Vendée et un produit fabriqué par Albert au Maroc, il y a une différence à peu près du simple au double. C'est-à-dire qu'il est au Maroc aujourd'hui, c'est 2 fois moins cher en coût de fabrication qu'en France. En fait, la fabrication à l'étranger pour l'entreprise Albert a commencé dès 1977. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la production qui sort d'usines marocaines ou espagnoles. Une stratégie que les employés de cette entreprise ont plutôt du mal à accepter. Ça dépend comment ça va se dérouler, s'il va rapporter assez d'argent à l'étranger. Si ça marche pas, peut-être qu'il comprendra qu'en fin de compte, ça marchait pas trop mal en France. Si on se met à la place du patron, on le comprend parce qu'il n'est pas le premier à le faire et puis on comprend sa situation. Certainement, lui, il voit son avantage, c'est sûr, mais nous, en tant qu'ouvrières, on n'est pas d'accord, forcément. Produire à l'étranger pour rester compétitif, c'est donc une des réponses des industriels français à une concurrence étrangère de plus en plus agressive. Mais une tactique contestée par les syndicats qui s'appuient notamment sur l'exemple allemand.
Ils ont été les premiers à pratiquer la délocalisation. Maintenant, ils ont rapatrié leurs entreprises et leur production en Allemagne. Et les résultats ne sont pas fait attendre puisqu'ils ont arrivé à maintenant exporter de nouveau un tiers de leur production fait en Allemagne et ils atteignent le marché américain. L'industrie du textile et de l'habillement est encore le deuxième employeur en France. Mais dans cette seule région du Choletais, 1000 emplois ont été supprimés en un peu plus d'un an. Une semaine après le tremblement de terre, l'Arménie continue de pleurer ses morts. Les efforts pour retrouver des survivants vont bientôt être interrompus pour faire place aux bulldozers qui vont raser les ruines. Le ministre soviétique de la Santé a annoncé aujourd'hui que pour échapper au risque d'épidémie et au froid très vif, les femmes et les enfants devront évacuer les lieux. Rémi Roche. Seuls ceux qui ont perdu l'un des leurs, enfouis dans les décombres, veulent encore y croire, malgré l'évidence. Les sauveteurs, eux, épuisés par 7 jours d'efforts, ont pratiquement perdu tout espoir de retrouver des survivants. Et la ville de Spitak, détruite à 90%, devrait être très vite livrée aux bulldozers, effacée pour reconstruire. Les autorités ont d'ailleurs donné l'ordre d'évacuer la zone sinistrée, destination le plus souvent inconnue. Au moins 500 000 sans-abri, nourriture distribuée dans la pagaille, peu d'eau et surtout des conditions climatiques épouvantables, jusqu'à moins 20 degrés la nuit. C'est d'eux que vont désormais s'occuper les équipes de secours internationales qui viennent de recevoir l'autorisation de rester la semaine prochaine encore. Il faut aller vite car après le séisme, le froid, lui aussi, a déjà tué. 2 informations pratiques si vous voulez continuer à envoyer des dons pour l'Arménie. Renseignez-vous sur Minitel en tapant 3615 code A2 et aussi 3615 code Arménie. Par ailleurs, à Paris, l'association France-Arménie organise un concert à l'Olympia dimanche prochain au profit des victimes. Une information qui reste à vérifier, le futur chef d'état-major des armées soviétiques. À 50 ans, il s'agit du général Moïseev. Il est proche du ministre de la Défense. L'information vient à la fois de Washington et de Moscou, mais elle n'est pas officielle. La télévision polonaise, à l'heure d'une certaine transparence, elle a filmé hier les manifestations qui, à Varsovie et dans d'autres villes du pays, notamment à Wrocław, ont marqué le 7e anniversaire de la proclamation de la loi martiale. Le président Mitterrand est arrivé cet après-midi à Casablanca, où s'est ouvert le sommet franco-africain. C'est le premier à avoir lieu au Maroc, donc dans un pays arabe. Le Maroc qui a déployé ses fastes et son hospitalité pour la quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui, pendant 2 jours, vont discuter des problèmes qui leur sont communs, à commencer par la crise économique. Bruno Ledreff. Hassan II, superstar, opération relations publiques réussie pour le roi du Maroc. C'est la première fois qu'un pays arabe accueille le sommet franco-africain et les chefs d'État se sont déplacés en nombre. Ils sont 15 ce soir à Casablanca. Des hôtes qu'Hassan II a réunis avant l'arrivée de François Mitterrand. Une manière d'affirmer l'existence d'une unité africaine face à la France et surtout, pour le souverain marocain, une occasion de se donner un rôle de tout premier plan dans ce sommet. Dès ce soir, François Mitterrand reçoit les chefs d'État des pays francophones. Ce 15e congrès franco-africain se déroulera comme à l'habitude, sans ordre du jour, mais il devrait être dominé par le problème de la crise économique qui touche la plupart des pays africains. Leur dette atteint actuellement près de 200 milliards de dollars. Une question qui prend une tournure dramatique, alors que sur le plan politique, on commence à envisager le règlement des principaux conflits qui touchent le continent, Tchad, Afrique australe, Sahara occidental. À Genève, l'Assemblée générale des Nations unies, qui a entendu hier Yasser Arafat, a écouté tout à l'heure la réponse du représentant américain. Une réponse plus positive que la première réaction hier du département d'État, puisqu'elle invite notamment Israël à prendre en compte les droits politiques légitimes des Palestiniens. En même temps, à Jérusalem, les milieux politiques israéliens font preuve de leur embarras et de leur déchirement. Martine Laroche-Joubert, mais d'abord Pierre Serra à Genève. Israël doit faire face à la nécessité de se retirer des territoires occupés et de prendre en compte les droits politiques des Palestiniens. Pour obtenir ces droits politiques légitimes qu'ils méritent et demandent, les Palestiniens devront s'accommoder de la réalité de l'existence d'Israël et de ses besoins de sécurité. Une première lecture de ce texte de la déclaration de Verdun Walters a dû rendre aux Palestiniens l'optimisme qu'ils avaient perdu hier.
Mais en fait, à la réflexion, les choses sont très difficiles. Vernon Walters a eu raison de le souligner. Car les Palestiniens devront, s'ils veulent obtenir, et je le cite Vernon Walters, leurs droits légitimes, politiques, ils devront les négocier avec les Israéliens. Et tenir compte surtout des besoins de sécurité d'Israël. Ce qui veut dire que les frontières sont encore à discuter et que donc les territoires occupés ne seront pas tous évacués. Alors on pourrait penser, a priori, en relisant tout cela, que finalement, eh bien, les choses ne s'arrangent pas tellement. Mais en fait, ce qui est important ce soir, c'est le changement de ton chez les Américains. Avant d'être un bouleversement, c'est un changement très important. Ça bouge aussi en Israël. Débat houleux à la Knesset aujourd'hui, Shimon Peres, numéro 1 du Parti travailliste, violemment conspué, pris à partie par des députés du Likoud, de la droite, lorsqu'il se déclare prêt à un compromis historique. Au nom de qui parlez-vous, hurle certains. Voyou, réplique Shimon Peres, qui un peu plus tard, hors de lui, tombera sa veste, mais maintiendra sa proposition de tenir des élections libres en Cisjordanie et à Gaza, afin de négocier avec des élus palestiniens. Une proposition qui laisse présager d'autres empoignades. Comme le disait ici même hier soir le roi Hussein de Jordanie, le discours de Yasser Arafat fait donc avancer le débat complexe et enlisé qui depuis des années aggrave la crise au Proche-Orient. La réaction de Washington, l'embarras de Jérusalem le prouve et Yasser Arafat à Genève est en train de réagir à son tour en ce moment même, Bernard Benyamin. Oui, c'est vrai, Christine, mais je crois qu'à ce point de ce grand show diplomatique, et pour mieux comprendre la suite, il est peut-être bon de revenir sur les rôles de chacun. Les Palestiniens d'abord. Yasser Arafat a sans doute été aussi loin qu'il le pouvait. Il ne faut tout de même pas oublier qu'il a derrière lui des Georges Habash, Naïef Awatmeh, qui sont prêts à le désavouer au moindre de ses faux pas. Le deuxième groupe d'acteurs, ce sont les Israéliens empêtrés dans la formation d'un gouvernement qui ne voit toujours pas le jour, avec un Yitzhak Shamir qui parle aujourd'hui la même langue de bois qu'il reprochait hier aux Palestiniens, mais dont le discours maximaliste, et Charles Anderlin, notre correspondant à Jérusalem, me le confirmait tout à l'heure, ce discours commence à être critiqué au sein de son parti, le Likoud, où l'on a peur de manquer un rendez-vous historique. Troisième acteur enfin, les États-Unis, qui eux aussi en viennent à penser que les initiatives de l'OLP sont intéressantes et qu'il ne faudrait tout de même pas laisser passer cette chance, même s'il se trouve en ce moment entre deux présidents. L'investiture de George Bush n'aura lieu, vous le savez, que dans un mois. Alors tout cela va déboucher sur quoi? On peut dire ce soir, sans doute, que nous sommes au terme d'une première étape, l'étape grand public du règlement de paix dans la région. Peut-être le moment est-il venu pour tous les acteurs de quitter la scène, d'engager des pourparlers secrets. Les États-Unis et les Palestiniens l'ont déjà du reste fait à l'ONU par l'intermédiaire des Suédois. Après tout, l'histoire moderne du Proche-Orient nous a toujours appris que les grandes décisions se sont prises loin des micros et des caméras et non sur des tribunes internationales. Et par ailleurs, ce soir, les États-Unis ont opposé leur veto au Conseil de sécurité à New York, leur veto à un projet de résolution condamnant l'attaque israélienne au sud de Beyrouth vendredi dernier. Je vous l'annonçais hier, l'affaire continue de faire grand bruit dans les milieux feutrés de la peinture et des musées. L'inculpation hier pour recel de Pierre Rosenberg, inspecteur général des musées de France et conservateur en chef du département des peintures. Cette inculpation a provoqué aujourd'hui une levée de boucliers. La direction des musées de France affirme sa solidarité complète et récuse toute faute professionnelle. Michel Perrault. Décidément, ce gentilhomme sévillan, peint au XVIIe siècle par l'espagnol Murillo, aura beaucoup voyagé. Sa propriétaire, Suzanne de Canson, est une première fois victime de sa dame de compagnie, qui s'enfuit en Suisse en 1973, avec plusieurs de ses toiles, dont ce gentilhomme sévillan. Après l'avoir récupérée, la vieille dame en confie la garde à un antiquaire de Vevey, en Suisse. Le tableau est alors proposé au Louvre, en 1975, par un marchand parisien. Il est expertisé par les musées de France. La vente ne se fait pas. C'est alors qu'intervient Pierre Rosenberg. Pierre Rosenberg, spécialiste de renommée mondiale, notamment en ce qui concerne la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles. Il adresse en 81 2 lettres successives à Madame de Canson, afin de tenter une nouvelle fois d'acquérir le Murillo. La première est sans réponse, la seconde est retournée au Louvre. Et revoici notre gentilhomme sévillan, en mai 85, à Londres, sur un catalogue de Christie's. Il est proposé à la vente par Joël Penel, ex-tenancière de bar à Toulon, chez qui, semble-t-il, était hébergée et même séquestrée Madame de Canson.
Toujours intéressé par le tableau, le Louvre se manifeste auprès de la galerie et du représentant de Joël Penel, maître Lombard. Le musée fait alors état de son droit de préemption. Un accord est conclu et finalement, le Louvre achète le tableau 5 millions de francs à Joël Penel, dont les titres de propriété se révéleront finalement être des faux. Nous avons donc au départ la caution d'une maison de vente internationale. Nous avons ensuite la caution du mandataire de celle qui se prétendait le propriétaire, à savoir un grand avocat français. Et en troisième lieu, on nous indique qu'il s'agit d'une succession et que cette succession est ouverte chez un notaire, qui est un notaire suisse chez qui j'ai exigé que nous payions le tableau, ce qui a été fait et non pas, comme on l'a dit, sur un compte numéroté en Suisse. Les uns et les autres se refusant à jouer le rôle d'enquêteurs de police, la respectabilité et la confiance réciproque semblent être en fait les seuls, sinon les meilleurs garants du marché de l'art. D'une toile à l'autre, Noël au cinéma, c'est déjà demain avec ou plutôt aujourd'hui, le film est sorti aujourd'hui, la dernière superproduction du magicien américain George Lucas, qui nous a déjà donné La Guerre des Étoiles et Indiana Jones. Un énorme budget et des effets spéciaux par centaines que Michel Pascal a pu apprécier dans les studios de Lucas à San Francisco. Willow est un conte de fées qui comporte, comme il se doit, de nombreuses scènes de magie. La séquence de la métamorphose des animaux, l'un des clous du film, a été pour George Lucas, pourtant maître en la matière, un pari technique particulièrement difficile. D'habitude, on utilise toujours des plans de coupe et l'effet est moins spectaculaire. Nous avons décidé d'aller plus loin et de montrer la transformation dans un seul mouvement. George Lucas et le réalisateur Ron Howard ont d'abord dessiné, image par image, l'enchaînement des différents animaux. La chèvre, l'autruche, le paon, la tortue, le tigre et enfin la vieille sorcière Razel. On a ensuite construit des maquettes de chaque animal, puis des marionnettistes les ont articulées devant des fonds bleus où on les a filmés. Ces images ont été extraites de la pellicule à l'aide du laser et introduites en ordinateur pour en faire la synthèse avant de les réintégrer dans le film. George Lucas est devenu le numéro 1 mondial des effets spéciaux grâce à sa technologie, mais c'est d'abord un conteur d'histoire et c'est lui qui a signé le scénario de Willow, une féerie à mi-chemin entre Disney et Ivanhoe. Sûrement, ça finit bien. Les pronostics de Pierre Edbresse pour le quartet de demain à Vincennes. Les voici: le 19, le 14, le 7, le 8, le 11, le 10, le 16 et le 6. L'invité de Gérard Morin aux 4 vérités demain matin à 7h45 sera Roger Fauroux, le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire, qui parlera notamment des mesures annoncées donc aujourd'hui pour l'industrie textile française. Voilà, dans un instant, Laurent Cabrol vous parlera du temps de demain. Henri Sagnier vous présentera notre dernier journal à 23h15. Très bonne soirée sur Antenne 2 et à demain 20h.